Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre sur la Méditerranée pendant le Moyen Âge, donc un chapitre qu'on a déjà bien avancé avec vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Là tout de suite, pour un peu se rafraîchir la mémoire, je vais juste vous rappeler ce qu'on a fait les autres cours. Et puis, donc on a fait le grand 1 et le grand 2. Et puis ensuite, on va enchaîner sur le grand 3. Donc tranquillement, on va regarder des petits documents. Donc le grand 3, c'est les échanges culturels, enfin les échanges commerciaux et les échanges intellectuels et culturels. Et voilà, on a pas mal de ressources qu'on va regarder ensemble pour continuer notre chapitre. Je vous rappelle que notre chapitre, c'est donc la Méditerranée au temps du Moyen Âge et la carte qu'on a en tête pour commencer, c'est cette fameuse carte que je vais vous mettre ici, qui montre les trois grandes civilisations qui se partagent le bassin méditerranéen pendant le Moyen Âge. D'accord. Donc, si je vous résume ce qu'on a fait pour l'instant, dans le grand 1, on a présenté les trois grandes civilisations. Alors, en Occident, Europe occidentale, on a une civilisation qui se caractérise par le fait qu'ils sont de religion chrétienne catholique. Politiquement, c'est divisé entre plusieurs royaumes, par exemple le royaume de France, le royaume d'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, différents royaumes espagnols, voilà, qui se font régulièrement la guerre entre eux aussi. La langue qu'ils utilisent, c'est le latin, et leur référence religieuse, c'est le pape de Rome, le responsable, enfin le représentant des catholiques. Et voilà, et puis c'était une société d'ordre avec les chevaliers, enfin la noblesse, le clergé et les tiers états, ceux qui travaillent. Euh, Ensuite, dans le monde chrétien toujours, on a l'Empire byzantin, c'est-à-dire la suite de l'Empire romain d'Orient, alors que là, c'est ce qui remplace l'Empire romain d'Occident, la suite de l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin. Alors eux, ils utilisent la langue grecque. En religion, ils sont chrétiens orthodoxes, et le chef des orthodoxes, c'est le patriarche de Constantinople, qui est nommé par l'empereur, qu'on appelle le Basileus, et voilà, l'empereur à la tête de cet empire, c'est le Basileus. Euh, Ensuite, plutôt vers le côté sud, on a la civilisation arabo-musulmane. On avait rappelé son histoire rapidement. D'abord, il y avait eu, donc l'islam est né en Arabie, puis ensuite, les 4 premiers successeurs du prophète ont étendu leur domination. Puis ensuite, il y a eu la dynastie des Omeyyades qui a réussi à prendre tout le Maghreb jusqu'à l'Espagne. Et ensuite, cet empire omeyyade va se séparer et il va y avoir un empire omeyyade qui va rester en Espagne, et puis, enfin, qu'on appelle un califat omeyyade en Espagne, un califat abbasside qui va être centré sur Bagdad qui se trouve ici, et ici, il va y avoir aussi un califat chiite, le califat fatimide, qui va avoir comme capitale le Caire. Ok, donc le monde musulman, il y a beaucoup de communautés qui habitent là, beaucoup de communautés religieuses, beaucoup de communautés euh, ethniques aussi. Et puis la grande division, c'est entre religieuses, entre les musulmans, c'est entre les sunnites et les chiites. Voilà, ça c'était le grand 1. Dans le grand 2, on a vu que, ben, on avait dit aussi dans l'introduction qu'il y avait des échanges. Il y a des échanges guerriers, c'est le grand 2, mais il y a aussi des échanges commerciaux et intellectuels. Les échanges guerriers, on a vu en premier entre les catholiques et les orthodoxes. Donc, principalement, il y avait le fait qu'ils se sont excommuniés en 1054. Le pape de Rome et le patriarche de Constantinople s'excommunient mutuellement. Et puis, la quatrième croisade, qui devait aller à Jérusalem, a changé de route et aller à Constantinople pour piller Constantinople. Donc voilà, et là, ça montre le fait qu'ils sont quand même divisés religieusement, et puis il peut y avoir des conflits entre ces deux chrétientés. Il y a aussi des conflits assez importants entre les catholiques et les musulmans. Ça, c'est surtout les croisades. Les croisades ont pour but de récupérer les terres où ont vécu le Christ. Donc
en particulier Jérusalem, qui est un lieu de pèlerinage pour les catholiques. Et les croisades vont essayer de les libérer. La première croisade va réussir, elle va mettre en place les quatre États latins d'Orient, qui vont durer un peu plus d'un siècle, enfin ouais, un siècle à peu près. Et ces quatre États latins d'Orient, voilà, ça va être une présence latine, c'est-à-dire catholique, qui va être en Orient. Et ils vont dominer pendant quelques temps. Mais Saladin, un chef musulman qui va reprendre Jérusalem en 1187. Donc, première croisade, c'est 1099 qui prennent Jérusalem. Un siècle plus tard, 1187, les musulmans reprennent Jérusalem. Et puis finalement, les États latins d'Orient vont tous retomber aux mains des musulmans peu à peu. Et puis, entre catholiques et musulmans, il y a aussi la Reconquista. Donc, les musulmans avaient pris le sud de l'Espagne, puis ils étaient même rentrés en France, mais ils ont dominé le sud de l'Espagne pendant plusieurs siècles. Et petit à petit, les royaumes catholiques vont récupérer l'Espagne. Et puis la dernière date, enfin la dernière présence musulmane, c'est une date qui est très connue, c'est 1492, la chute du califat de Grenade. Il est par là, Grenade, pardon, pas le califat, la chute de l'émirat de Grenade, qui marque la fin de la présence musulmane en Europe occidentale et qui marque également la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, le début de la période moderne. Ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est les conflits entre musulmans et byzantins. Et entre les musulmans et les byzantins, vous voyez qu'il y a les musulmans qui vont petit à petit grignoter l'espace des Byzantins, en particulier une dynastie qui s'appelle les Ottomans, et une date que vous connaissez aussi, 1453, les musulmans ottomans prennent Constantinople. Et du coup, ça va devenir une terre musulmane et mettre fin au grand empire byzantin qui a duré beaucoup plus de 1000 ans. Ils prennent Constantinople et puis voilà. Et ça marque, oui, voilà, 1453, ça marque également la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est bon pour le grand 1 et le grand 2. Et maintenant, merci beaucoup. Si ça c'est clair pour vous, c'est juste voilà, pour se rafraîchir un peu la mémoire. Si ça c'est clair pour vous, on peut regarder du coup le grand 3. Le grand 3, voilà, on ne va pas parler de combat et de conflit, au contraire, on va parler plutôt des échanges, entre guillemets, positifs qu'il va y avoir entre eux. Et alors là, voilà, je vous passe, vous voyez à gauche, hop, grand 1, grand 2, voilà, tout ce que je viens de vous rappeler par la carte, c'est ce qui a écrit, voilà, ce qui se défile ici. Hop, le monde musulman, les échanges guerriers entre voilà, les catholiques et les musulmans, les échanges entre les byzantins et les musulmans, et puis en premier, il y avait entre les catholiques et les orthodoxes. Voilà, les échanges commerciaux, intellectuels et culturels. Grand A, les échanges commerciaux. Donc, si vous êtes prêts, on enchaîne sur le grand 3. Et pour ouvrir le grand 3, je vous propose d'aller dans votre manuel. Et là, il y a une petite carte qui est, voilà, qui est assez claire. Je vais vous la mettre. Donc, du coup, alors, on va peut-être pas relire le cours, mais par contre, on va se baser sur les documents. Hop, là. Voilà, cette jolie carte que vous avez devant les yeux, vous voyez les grands ensembles civilisationnels. Et alors, première information qui est intéressante, c'est qu'en fait, chacune de ces régions, il n'y a pas tout à fait le même contexte géographique, il n'y a pas tout à fait le même climat. Donc, en fait, on ne va pas produire tout à fait les mêmes choses. Et à partir de là, ce qu'on va produire dans un endroit, on va l'exporter dans un autre endroit. Et en échange, ce qui n'est pas produit, on va l'importer d'ailleurs. Et c'est ça les bases du commerce autour de la Méditerranée. Et alors là, pour donner quelques exemples, on ne va pas tout apprendre par cœur, mais en Europe occidentale, par exemple en France, voilà, on va produire des vignes et du vin. On va produire également du sel, avec peut-être les marais salants de la côte atlantique. Voilà, il y a beaucoup de forêts en Occident, dans l'Europe occidentale. Donc, il y a du bois. On va pouvoir exporter du bois.
Il y a beaucoup de mines de métaux aussi. Donc, on va aussi exporter du métaux. Il peut y avoir des élevages de moutons avec de la laine, donc il va y avoir aussi des exportations de draps et de tissus. Également, c'est des zones d'élevage, donc il va y avoir aussi du cuir. D'accord. Donc voilà tout ce qu'on retrouve à peu près dans les huiles, les territoires d'Europe occidentale. Vous voyez, il y a aussi des vins, huiles, fruits, etc. Ensuite, venant plutôt d'Asie, de l'Est, bah, vous avez peut-être entendu parler de la route des épices, la route de la soie. Donc la soie, c'est un tissu très doux, très délicat, fabriqué en Chine avec des vers à soie. En fait, ils prennent le fil de soie des cocons des vers à soie. Et c'est une technologie qu'ils maîtrisent. Et du coup, ça donne un très, très beau tissu, très cher, et qui vont exporter un peu partout autour de la Méditerranée. Donc ça, c'est la route de la soie, celle qui vient de Chine. Euh, la route des épices aussi, les épices plutôt en Inde, mais pareil, du côté Asie, on fait les épices et on les amène jusqu'à la mer Méditerranée, qui vient d'Afrique, de l'or qui vient d'Afrique, et également des esclaves. On n'est pas dans le mode le commerce triangulaire qui va y avoir à la Renaissance, hein, pas du tout, mais il y a déjà le trafic d'esclaves qui existe. Également, vous avez vu du sucre. Le sucre à l'époque, avant, n'existait pas du tout en Occident. Le sucre en poudre, enfin le sucre en solide, on mangeait des fruits, etc. Mais le sucre en tant que tel, il a été découvert au Moyen Âge. Et il était produit plutôt, voilà, vous avez par exemple en Égypte, ils en produisent, et voilà, ils étaient produits au sud. Ok, donc voilà pour les grands produits importants qui sont produits un peu de part et d'autre de la Méditerranée. Et voilà le genre de produits qu'on va s'échanger et dont on va faire du commerce. Ce commerce-là, à un moment donné, il passe par les routes terrestres, parce qu'il faut bien qu'ils aillent de l'intérieur des terres jusqu'au port. Ensuite, il va y avoir des ports, parce qu'il faut bien que ça se transite. Et il va y avoir des routes maritimes. Voilà, donc ce que vous voyez en bleu, c'est les routes principales maritimes utilisées par les bateaux qui rejoignent justement les grands ports. Et les ports, ça permet d'échanger les marchandises et ça permet ensuite de rentrer à l'intérieur des terres par voie terrestre. Mais vous voyez qu'il y a énormément de produits, de marchandises qui sont échangés par bateau. Les bateaux, ça reste le moyen le plus économique. Voilà, les grandes quantités qu'on peut transporter sur bateau, on ne peut pas les transporter sur des grosses charrettes, sur des charrettes tirées par des bœufs. Le bateau permet de trimballer et de transporter beaucoup, beaucoup plus de marchandises. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Ok, donc du coup, les ports vont se développer. Et ça va être des lieux de vie et des lieux multiculturels très importants. Là, on peut prendre l'exemple de Venise. Venise, peut-être qu'on en reparlera un petit peu si on a le temps, c'est une cité-État indépendante, même au Moyen Âge. D'accord. Vous connaissez Venise, qui est construite sur les eaux, où il y a beaucoup de tourisme aujourd'hui. À l'époque, voilà, ils se sont construits sur l'eau pour se protéger des différentes attaques et ils ont fabriqué beaucoup de bateaux. Ils sont devenus, voilà, ils contrôlaient beaucoup de mers et ils contrôlaient une grande partie du commerce. Okay, vous avez comme autre port, vous avez Marseille, donc le premier port de France. Et puis voilà, Tunis, Alexandrie en Égypte, Constantinople. Et là, vous avez la mer Noire. Donc le commerce va même en mer Noire avec d'autres ports qui sont par là. Voilà donc en résumé le commerce au Moyen Âge autour de la Méditerranée. Voilà comment on peut le résumer. Mais je vous propose de regarder d'autres petits documents. Un document très intéressant qui s'appelle, enfin, qui est extrait. Est-ce que je peux le mettre je vais le mettre en plus gros. Si vous voulez, on peut faire comme en classe. Est-ce qu'il y en a un parmi vous, ou une, vous pouvez lever la main, Moi, a envie de le lire? monsieur. Yasmine. Alors, Oui, attends. Alors, avant de le lire, je vais juste présenter le document. Et après, Yasmine, c'est très gentil de ta part. Je veux bien que tu le lises. Alors, d'accord. ce texte que va vous lire Yasmine, l'auteur, c'est un auteur arabe qui s'appelle Ibn Jubair.
Ibn Joubert, vous voyez, il a écrit en 1190. Alors, si vous vous rappelez, 1190, c'est juste après que Saladin ait repris Jérusalem. Donc, on est en plein dans les croisades, en fait. On est en plein dans les conflits entre croisades et djihad autour de Jérusalem. Ibn Joubert, c'est un auteur arabe qui a voyagé à travers les différentes provinces du monde arabo-musulman. Et donc, il a écrit ses notes dans un livre qui s'appelle Voyage pour retransmettre à tout le monde ce qu'il a vu. Donc, il y a beaucoup d'explorateurs arabes comme ça qui voyagent, en particulier parce que dans le 5e pilier de l'islam, ils doivent aller à la Mecque et ils doivent faire le pèlerinage à la Mecque et on ne peut pas y aller en avion à l'époque. Donc, pour y aller, c'est des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois de voyage. Et du coup, beaucoup de voyageurs ou de pèlerins musulmans vont écrire leur, leur mémoire ou leur note de voyage et ça va permettre ça va être un témoignage très important, aussi bien pour les gens de l'époque, pour connaître un peu comment ça se passait dans les autres endroits, et aussi bien pour nous, les historiens, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Il y a Ibn Battuta aussi qui a voyagé, qui a écrit des notes de voyage assez connues. Donc Yasmine, justement, qu'est-ce qu'il nous dit de très intéressant? Vas-y, on peut t'écouter. La guerre n'empêche pas le commerce, pardon. Nous assistâmes à cette époque, septembre 1184, à la sortie de Saladin, avec toute l'armée des musulmans pour aller attaquer la forteresse d'Al-Karak. Cependant, les allées est venue des caravanes et de l'Égypte à Damas, en territoire chrétien, n'était pas plus interrompue que celle des musulmans allant de Damas à Saint-Eustachie. Aucun des marchands chrétiens n'était arrêté non, n'était pas plus interrompu que celle des musulmans allant de Damas à Saint-Jacques. Aucun des marchands chrétiens n'était pas arrêté ou effarouché. Les chrétiens font payer sur leur territoire. Aux musulmans, une taxe qui est appliquée en toute bonne foi. Les marchands chrétiens, à leur tour, paient en territoire musulman selon la marchandise. L'entente est entre voyage 1190. Pardon. Yasmine, merci beaucoup. Et vous voyez, donc, dans ce que vient de dire Yasmine, on voit quand même que malgré qu'on est en période de guerre, entre Saladin, là, qui vient de prendre, là, à l'époque où il écrit, il n'a pas encore pris Jérusalem, mais il vient de prendre une ville qui s'appelle Al-Karak. Alors là, j'ai un message qui me dit qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Donc, je continue. Et puis après, voilà, on va s'arrêter. Et ben malgré ça, les commerçants arrivent à faire leur commerce correctement, que ce soit les commerçants musulmans ou les marchands chrétiens. Donc là, les villes que vous a dit Yasmine, Saint-Jean d'Acre, c'est dans les territoires des États latins d'Orient. Et Damas, donc, c'était une ville importante en Syrie, donc en terre musulmane. Et vous voyez, elle a même dit Yasmine, l'entente est entre eux parfaite. Donc Ibn Joubert, d'après son témoignage, il voit que le commerce se passe très très bien. Alors, il paye des taxes, évidemment. Quand il passe d'un territoire à l'autre, il paye des taxes, mais apparemment, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Donc, merci beaucoup, Yasmine. Et puis, voilà, comme élément important qu'on a par rapport à le commerce. Alors, il y a d'autres documents très intéressants dans votre manuel. C'est, par exemple, voilà, alors on a un document, un dossier sur Venise. On n'a pas trop le temps de s'attarder sur Venise. Si vous voulez vous renseigner sur Venise, il y a un C'est pas sorcier qui parle de Venise et qui parle un petit peu de son rôle. Voilà, donc un bon exemple de port très, très actif au niveau du commerce. Et donc Venise, qui est une ville qui est construite sur l'eau, avec un système d'architecture qui permet de construire les maisons sur l'eau. Voilà, Venise, cœur battant de la Méditerranée. Donc c'était un exemple de port très actif.
Il y a un autre dossier qui est assez intéressant, c'est sur une des marchandises dont on a parlé, c'est le sucre. Là, vous avez un dossier entier sur le sucre fabriqué en Égypte. Voilà, originaire du golfe du Bengale, donc en Inde à la base, la canne à sucre est cultivée depuis l'Antiquité pour produire du sucre. Très rentable, sa production et sa commercialisation sont souvent contrôlées de près par les souverains. Au Moyen Âge, la culture de la canne à sucre se propage en Perse au 5e siècle, puis en Égypte, avant de se répandre vers Chypre, la Crète, l'Espagne, la Sicile et le Maroc avant l'an 1000, donc pendant le Moyen Âge. C'est à partir de la Sicile et de l'Orient latin que l'usage du sucre se diffuse progressivement en Europe. Donc, vous voyez, une marchandise. Aujourd'hui, on mange tous du sucre tout le temps. Ben voilà, c'est pendant le Moyen Âge que ça va vraiment arriver en Europe. Là, on a une belle image de champ de canne à sucre. Voilà, une image de l'époque. Et puis, et là, il y a un document qui est super intéressant aussi. Alors, je regarde, il nous reste 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Je pense que ça vaut le coup qu'on lise ce document. Et voilà, la découverte du sucre par les croisés. Donc, les croisés, ils vont en Terre Sainte faire la guerre, mais bon, ils découvrent beaucoup de choses sur place. Est-ce que quelqu'un veut nous le lire, ce document? Je vous le lis alors? Moi, monsieur? Vas-y, Mathias. Vas-y, je t'en prie. Merci. Le peuple ayant trouvé dans cette vaste plaine une grande quantité de cannes remplies d'un miel que l'on appelle sucre, en récupérait le jus avec un grand plaisir. Cette espèce de plante est cultivée tous les ans par les agriculteurs de ce pays avec un soin infini. À l'époque de la moisson et lorsque la canne a mûri, les indigènes la broient dans les mortiers, font filtrer le sucre qu'ils en ont extrait et le recueillent dans des vases où ils le laissent reposer jusqu'à ce qu'il soit pris et durci, présentant alors l'apparence de la neige ou du sel blanc. Ensuite, ils le râpent pour le manger avec du pain ou le délayer dans l'eau. Tous ceux qui en goûtent le préfèrent au gâteau de miel, disant que c'est plus doux et plus salubre. Super. Merci beaucoup, Mathias. Ça donne faim là quand on lit ce que tu as dit, ce que tu as lu. Et vous voyez, donc, Albert Dex, donc c'est un croisé, un chevalier croisé, et il a écrit et il a rédigé ses notes, livre de l'expédition chrétienne pour la libération de la Sainte Église de Jérusalem. Donc ça, on voit bien que c'est un contexte de croisade. Et vu la date, bah, c'est la deuxième croisade, je pense, 1100, ouais, mais la deuxième croisade. Donc c'est avant que Saladin prenne Jérusalem. Donc voilà, un croisé de la deuxième croisade qui découvre le sucre et puis qui en parle. Donc voilà, donc là, on est en tant que graine d'historien, on a des documents comme ça. Merci beaucoup, Mathias. Et voilà, du coup, ça nous permet de connaître pas mal de choses de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et d'ailleurs, pour les arabophones parmi vous, en arabe, sucre, ça se dit sukkar, et c'est de là que vient le mot en français sucre. Et là, vous avez encore un document, voilà, si on est des archéologues, avec ce genre de meule qui arrivent à broyer les cannes à sucre pour en extraire le jus sucré. Mais voilà un petit peu au niveau des documents tout ce qu'on peut dire sur le commerce autour de la Méditerranée euh, pendant le Moyen Âge. On va peut-être pas relire. Alors, hop. On va peut-être pas relire le cours, ça va faire peut-être un peu lourd là à relire. Mais voilà, je vous conseille pendant les minutes qui vous restent, voilà, d'aller juste dans le grand 3 et vous lisez le grand A. D'accord? Il y a à peu près un résumé de tout ce qu'on a dit tout de suite. Et du coup, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se verra, on fera le grand B, les échanges culturels et intellectuels. D'accord, on fait comme ça parce que si on le lit, ça va peut-être faire un peu lourd, puis on n'aura pas trop le temps. Donc, je vais vous libérer. Avant de quitter votre ordi, n'hésitez pas à lire au moins ce paragraphe-là. Comme ça, vous êtes encore dans le cours. Et puis, voilà, juste le grand A, ça suffit. Et puis, la prochaine fois, on fera le grand B. Est-ce que ça vous va?
Du coup, si ça vous va, vous pouvez mettre des petits messages super sur le chat. Si ça vous va, eh ben, je vous remercie de votre participation. Coucou les garçons. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Ça m'a fait plaisir de vous voir, enfin, de vous entendre et de vous voir connecter. Et puis voilà, bon courage pour la journée. J'imagine que vous avez un petit peu de devoirs. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à très bientôt. Je vous dirai quand est-ce qu'on pourra se revoir. Merci beaucoup. Et je vais mettre le replay sur YouTube aussi, pour ceux que ça intéresse. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Midina. Merci Célia. À bientôt. Merci Mathias.